Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de la retraite. Donc nous allons aborder plusieurs points aujourd'hui. D'abord un sujet d'actualité, le retour de la retraite à 60 ans. Ensuite, les différents produits d'épargne à adopter afin de mieux préparer sa retraite. Et enfin, l'info pratique de notre émission. Donc pour nous éclairer aujourd'hui, Olivier Brunet, directeur éditorial de Tout sur mes finances. Bonjour. Et Michel Besse, directeur du développement commercial de Gann Prévoyance. Bonjour messieurs. Donc tout d'abord, notre point d'actualité, ça a été le contenu du décret sur le retour partiel de la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, a été communiqué notamment par Marisol Touraine. Olivier Brunet, pouvez-vous nous expliquer à partir de quand le départ à la retraite sera-t-il possible? Et également, le texte a étendu son dispositif aux carrières longues. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, un décret est paru donc, le 3 juillet au journal officiel. Il réforme un dispositif qui s'appelle donc, comme vous l'avez dit, le dispositif carrière longue, qui a été mis en place en 2003 par la réforme des retraites Fillon. Ce dispositif permet pour des personnes qui ont commencé à travailler jeunes de partir avec une retraite à taux plein, donc une retraite complète, avant l'âge légal. Typiquement, la réforme des retraites de 2011 a revu à la hausse cet âge légal pour le porter à 62 ans dans quelques années. Oui. Avec le décret qui est sorti le 3 juillet, les personnes pourront partir plus tôt, dès 60 ans. D'accord, très bien. Et alors, combien de personnes sont concernées par cette mesure? Je sais qu'il y avait un peu une polémique en termes de chiffres entre ce que le gouvernement annonçait et la CNAV. Alors, plusieurs chiffres, effectivement, sont sortis. La fourchette du gouvernement était plutôt de l'ordre de 100-110 000 personnes. La CNAV avait un chiffre inférieur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la CNAV n'est que le régime général, ce qui concerne certes le plus grand nombre, oui. Mais pas tout le monde. Donc si on prend les autres régimes qui fonctionnent comme la CNAV, on est déjà sur un chiffre un petit peu plus important. Donc la réalité est certainement située entre les deux. Très bien. Très bien. Eh bien, nous allons maintenant parler du dossier, donc les produits à adopter pour mieux préparer sa retraite. D'abord, les outils pour les particuliers, mais également les outils dans le cadre de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, quelques mots sur le livret A. Michel Besse, alors le livret A est une épargne de précaution, ne remplace pas l'assurance vie, mais est-ce que vous voulez quand même nous dire quelques mots sur ce sujet? Oui, je veux bien. Je crois que l'actualité autour de l'opposition entre le livret A et l'assurance vie aujourd'hui me semble un peu inutile. Je pense que ce sont deux produits très différents les uns des autres. Et l'assurance vie, au fond, reste sur le long terme le garant d'avantages successoraux et d'avantages fiscaux. Oui. Donc je crois qu'aujourd'hui, on assiste à des phénomènes de décollecte dans le cadre de l'assurance vie, c'est vrai. Néanmoins, ces décollectes ne sont pas des fermetures définitives de plans. Et je crois qu'à partir du moment où on veut booster, deuxième sujet, où on veut booster ces rendements, eh bien, je pense que les détenteurs d'assurance vie ont tout intérêt à souscrire aussi une partie de leur épargne en unité de compte, hein, en SICAV Action par exemple, autour de 20%, ça peut être un conseil prudentiel, et ça permet ainsi de booster les rendements tout en profitant des avantages fiscaux de l'assurance vie qui, je le souligne, pour l'instant, ne sont pas reniés par la nouvelle loi de finances. Non mais vous l'avez souligné, Pamela, je crois que oui, le livret A, c'est un produit d'épargne de précaution qui permet de parer, donc d'avoir une épargne directement disponible en cas de pépin au quotidien, au jour le jour. La machine à laver tombe en panne, voilà, je peux retirer directement. Mais ça ne permet pas de préparer sa retraite. Je crois que Michel Besse va pouvoir nous en parler, mais on a des produits qui sont beaucoup plus dédiés à cela. Justement, si on commence à parler de l'assurance vie et du PERP, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les différences notables? Je sais qu'il y a des différences en termes de mode de sortie, le moment de la sortie également. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en résumé très brièvement, hein, l'assurance vie permet une sortie en capital, le PERP ne permet qu'une sortie en rente. Il y a aussi d'autres astuces ou d'autres conseils qu'on peut donner aux spectateurs qui sont liés autour de l'épargne salariale. L'épargne salariale qui permet de défiscaliser, j'allais dire, sa préparation à la retraite, de fidéliser et de motiver les collaborateurs. Tout à fait, franchement, et le conseil que je peux donner aussi, c'est l'épargne salariale est très adaptée aujourd'hui à des TPE à caractère familial.
Typiquement, je pense que oui, il y a un côté très intéressant dans l'épargne salariale en vue de la retraite. C'est que certes, bon, l'employé peut lui-même cotiser, mais il faut avoir à l'esprit que l'employeur abonde, ce qui est assez fondamental et objectivement très intéressant. C'est exactement ça. Après, vous avez d'autres possibilités qui sont liées autour de la loi Madelin. Oui. Et là, aujourd'hui, pour les travailleurs non salariés, artisans, commerçants, professions libérales, il y a véritablement comment dirais-je, une façon de développer, de protéger, de préparer sa retraite qui est fondamentale. C'est un marché qui est extrêmement porteur. Aujourd'hui, d'ailleurs, les travailleurs non salariés sont formés à la préparation de l'organisation et bien formés, notamment par des organismes professionnels, formés à leur activité, à bien la diriger. Et à l'intérieur de la direction de ces activités, il y a une formation à la prévoyance, qui est très importante de leur activité, à la fois en arrêt de travail, en termes d'invalidité, etc., mais aussi en termes de préparation à la retraite. Et ça, c'est extrêmement bien fait aujourd'hui. Donc on est loin, par rapport à l'origine de votre question, on est un peu loin de l'opposition entre le PERP, qui avec la sortie en rente, qui est plutôt, à mon avis, réservé à des quinquagénaires à un niveau pression fiscale relativement élevé. Justement, en termes de fiscalité, lequel est plus avantageux alors entre le PERP et l'assurance vie Alors, le système est un petit peu différent, effectivement. S'agissant de l'assurance vie, on a une fiscalité dégressive. Plus vous gardez votre contrat longtemps, moins les intérêts que vous touchez sur votre contrat d'assurance vie sont soumis à l'impôt. Typiquement, une fois que vous avez atteint 8 ans de détention, vous avez un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule, de 9 200 € pour un couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sous 4 600 € d'intérêt annuel, ces sommes-là peuvent être retirées donc, sans avoir la moindre imposition. Et au-delà, l'imposition est assez faible, on est à 7,5%. D'accord, très bien. Et donc, donc vous avez parlé à l'entrée, donc le PERP est plus avantageux. Et en termes de sortie de capital, en revanche, en termes de taxation, les rentes du PERP sont plus fortement taxées, non? Oui, en fait, si vous voulez, la particularité du PERP, qui est donc pour les quinquagénaires, on va dire, plutôt fortement taxée, apporte une rente au terme. Sauf que, si je puis insister sur la particularité et la complexité des rentes, il y a de nombreuses astuces qui permettent de les personnaliser, ces rentes. Lesquelles sont-elles? Alors, par exemple, des rentes avec des réversions sur le conjoint, à 60 ou 100%. Des rentes plus subtiles qui sont liées à des rentes viagères, mais à annuité garantie, de façon certaine, par exemple sur 15 ans. Donc, rente viagère, il faut peut-être préciser à nos téléspectateurs, la rente viagère, c'est une rente qui est touchée à vie, donc jusqu'au décès. Et l'idée est de garantir cette rente de façon certaine, quelle que soit la durée de vie du bénéficiaire. Ça permet de rassurer, de sécuriser les budgets d'un couple de retraités pendant une durée, par exemple, de 15 ans. La personne, ensuite, étant en vie la 16e année, la rente continue d'être perçue. Bien entendu, toutes ces options subtiles et sophistiquées ont un coût, je vous l'accorde, mais après, il est nécessaire d'avoir des conseils, d'avoir de spécialistes afin de choisir l'option la meilleure et en même temps le choix d'origine le meilleur aussi. Alors, juste une question concernant le PERCO. Alors, je crois qu'il est en plein essor. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu plus? Vous pourriez nous expliquer à qui il s'adresse? Alors, le PERCO, effectivement, c'est de l'épargne retraite d'entreprise. Donc, il faut qu'effectivement son entreprise, son employeur ait mis en place un PERCO pour de facto puisse y avoir droit. Partant de là, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, le PERCO est la combinaison d'un abondement donc, du salarié et de l'employeur. Voilà. Pardon, si je peux me permettre. Et c'est modulable aussi. Hein. Il y a une certaine souplesse, ce qui permet quand même de s'adapter en fonction de la marge des affaires de l'entreprise. C'est quand même aussi très, très rassurant et bien conçu. Moi, j'avais quand même une question que je voulais vous poser, Michel. Admettons, je suis kinésithérapeute. Je souhaite préparer ma retraite. Quelles options se présentent à moi? Parce que finalement, j'ai la possibilité de choisir une assurance vie, un PERP,
Un contrat Madelin, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je combine? Quelle est, selon vous, la meilleure solution? Ouais, c'est une très bonne question et très concrète. Indiscutablement, je partirai sur la loi Madelin. Bien entendu, ça permet de défiscaliser des montants relativement importants. Oui. 1, en épargne, 2, aussi en prévoyance, afin d'assurer la sécurité de mon travail. En cas d'arrêt de travail, de maladie, d'invalidité, je suis aussi protégé. Donc, loi Madelin, c'est le premier lieu, sans hésitation. Après, si je m'agrandis, si j'ai des collaborateurs et que je veux les fidéliser, aujourd'hui fidéliser les bons collaborateurs, c'est quand même le problème que se posent bon nombre de grandes entreprises aussi, eh bien si je suis une TPE, je pense aussi à la même chose. Et dans ce cas-là, dans un deuxième temps, l'épargne salariale me paraît tout à fait adaptée. D'accord, donc là on revient sur le PERCO, si on s'inscrit dans une logique de retraite. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que maintenant, on va parler de l'info pratique, donc comment combiner performance et sécurisation des gains, alors en termes d'options de gestion dans les contrats. Donc rapidement, est-ce que vous auriez une info pratique à nous donner, un conseil un peu judicieux? Je pense que déjà, il faut revenir à la base. L'assurance vie, mais aussi sur d'autres produits d'épargne retraite, est composé de plusieurs compartiments. Oui. On a le fonds en euros qui délivre tous les ans un rendement de, alors en ce moment en moyenne on est plutôt autour des 3% avant impôt. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les unités de compte qui permettent en fait de dynamiser un contrat, de se placer en bourse, mais aussi sur des supports diversifiés, des obligations, de l'immobilier. Il y a vraiment possibilité de dynamiser la performance. Mais je crois qu'il y a aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi possibilité d'avoir cette performance sans prendre trop de risques. Et je crois que vous aviez évoqué tout à l'heure… oui, la sécurisation des plus-values, bien sûr. On a un système à partir d'un certain montant de plus-value, un pourcentage de plus-value. Il est ensuite basculé dans le fonds en euros de façon à assurer sa protection et cliqueter la performance. D'accord, donc c'est automatiquement sécurisé en fait. C'est sécurisé. Donc je crois que là-dessus, il faut aussi, après, réfléchir au type d'unité de compte que l'on souhaite. Je crois que c'est aux spectateurs qui nous écoutent de décider leur sensibilité et leur goût en termes de placement financier. D'accord, finalement en fonction de son propre profil de risque et sa capacité ou pas à vouloir en prendre. Exactement. Mais bien vérifier toujours, le conseil de bien vérifier toujours le système de cliquetage des plus-values pour éviter de mauvaises surprises au moment du départ en retraite. Très bien. Écoutez, merci sur ce dernier conseil. On va en rester là. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur les retraites.